Alors, bonjour à chacune et à chacun d'entre vous et bienvenue à cette rencontre. Hello everyone and welcome. Bonjour tout le monde et bienvenue. Également à toutes celles et ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui et d'avoir la chance d'écouter vos propos et vos commentaires. Hello to all of those who... Bonjour à tous ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui et de pouvoir profiter de votre perspicacité. Je suis Lucie Mention et je suis membre du comité sénatorial sur les langues officielles. Le sénateur Cormier et moi-même provenons de deux régions différentes de notre beau et grand pays et nous avons à cœur l'avenir des langues officielles du Canada. Le sénateur Cormier vient du Nouveau-Brunswick et moi de l'Ontario. Je suis franco-ontarienne, native d'Ottawa. Je vis depuis plus de 20 ans dans le nord de l'Ontario, qui est une région très francophone de l'Ontario. En Ontario, ici, on retrouve une communauté franco-ontarienne qui est florissante, dynamique et qui est fière de sa langue et de sa culture. Comme je pense chacun de vous dans vos provinces, vous êtes très fiers de votre langue, de votre culture et du travail que vous faites aussi pour la préserver et la faire grandir. Les membres de la communauté francophone en Ontario, comme chez vous d'ailleurs, ont un français qui est bien à eux et vivent une culture, c'est-à-dire aisément dans les deux langues officielles. The ability to speak French and English is La capacité de pouvoir parler français et anglais est très pratique. Le bilinguisme est un atout pour les employeurs, surtout ici à Ottawa. Mais c'est également une porte qui vous permet de connaître d'autres personnes et d'autres cultures. Cela enrichit la vie. Je suis tellement ravie de vous rencontrer tous et j'ai hâte d'entendre vos propos. Une passion manifeste pour les langues et je souhaite que vous puissiez en bénéficier tout au long de votre vie, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Nous sommes impatients d'entendre ce que vous avez à nous dire. Notre comité se penche sur une éventuelle modernisation de la loi sur les langues officielles et vos expériences et vos idées auront une valeur inestimable à cet égard. La loi sur les langues officielles, comme vous le savez probablement, va avoir 50 ans en 2019. Fait que pour vous autres, c'est vieux. Pour nous autres, c'est jeune. Lorsque la question de la modernisation de la loi sur les langues officielles est abordée, les membres du comité sont d'avis qu'il est essentiel d'entendre les points de vue des personnes qui, comme vous, sont âgées entre 14 et 25 ans et qui peuvent proposer des idées nouvelles, innovantes et qui répondent aux besoins d'aujourd'hui. Cette table ronde est une belle opportunité de vous céder la parole, mais avant de le faire, j'aimerais inviter le sénateur René Cormier à dire quelques mots. René? Merci, Madame la sénatrice. Bon après-midi, good afternoon. Bien, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre qui est diffusée, comme l'a indiqué la sénatrice Mention, en direct sur Facebook. Et je crois que c'est bien une première au Sénat du Canada. Donc, grâce à vous, on passera à l'histoire aujourd'hui au Sénat du Canada. Comme la sénatrice Mention l'a indiqué aussi, je suis moi membre du comité sénatorial des langues officielles. Je suis un Acadien du Nouveau-Brunswick qui, comme vous le savez peut-être, est la seule province officiellement bilingue au Canada. Bien que la cohabitation entre les communautés linguistiques de ma province pose encore certains défis, force est de constater que la population du Nouveau-Brunswick est enrichie par la présence des deux langues officielles du Canada. It gives us access to a great Cela nous donne un accès à une grande diversité de cultures et ça nous donne d'autres visions du monde. Dans d'autres mots, nous pouvons profiter de Molière et de Shakespeare à la fois. Et nous pouvons profiter de Pascal Lejeune et de Miles Davis sur la même scène. Bien sûr, cela ouvre la porte à des interactions plus significatives avec des Canadiens partout au pays. C'est vrai chez nous, elle l'est vrai ailleurs, mais c'est vrai aussi que cette réalité-là n'est pas celle de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes. Le plus récent rapport de notre comité qui porte sur l'accès à l'éducation en français langue première et en français langue seconde décrit les défis importants qui persistent en Colombie-Britannique, mais qui sont également présents ailleurs au Canada. Le manque d'infrastructures scolaires ainsi que des écoles surpeuplées et en mauvais état privent des enfants de la Colombie-Britannique de s'épanouir pleinement en français. Il y a lieu, dans ce contexte, de réaffirmer haut et fort, évidemment, l'engagement à promouvoir les deux langues officielles au Canada.
La loi sur les langues officielles est censée faire la promotion et l'utilisation du français et de l'anglais au Canada. Cependant, comme l'a indiqué la sénatrice Mention, cette loi a été adoptée il y a presque 50 ans, c'est-à-dire avant l'avènement d'Internet, des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels. Les objectifs de cette loi demeurent importants car ils sont à la base du contrat social qui a permis la création de notre pays il y a 150 ans. Évidemment, le Canada a beaucoup évolué depuis sa création et l'adoption de la loi aussi. Celle-ci doit aujourd'hui être adaptée aux réalités du 21e siècle. C'est pourquoi les membres de notre comité veulent mobiliser les Canadiens en vue de la moderniser. It's the reason why we're here today. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Nous voulons votre aide, vos idées et votre énergie. Entre vos points de vue, comment vous vivez la réalité des deux langues officielles dans vos communautés? Qu'est-ce que cela veut dire dans votre quotidien, dans vos espaces publics, dans vos institutions scolaires, dans vos lieux culturels et de loisirs, dans vos organismes, sur votre identité personnelle? Qu'est-ce qu'il faut améliorer, changer? Quel est le rôle du gouvernement fédéral pour que vous puissiez pleinement vous épanouir dans les deux langues officielles? Voilà quelques-unes des questions qui sont les nôtres. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être ici aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, j'inviterai maintenant le président, M. Justin Johnson, président de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, à nous présenter les membres de la délégation et à dire quelques mots. Merci beaucoup, le sénateur Cormier. Sénatrice Mention, sénateur Cormier, on vous remercie énormément et chaleureusement de cette invitation. D'ailleurs, c'est la deuxième invitation à ce comité sénatorial, là où on étudie la modernisation de la langue, des langues officielles. L'AFJCF a paru devant ce comité sénatorial au mois de mai et on vous a offert de ligne générale, de ligne directrice par nos initiatives et de par nos enjeux. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose d'un peu plus spécial parce qu'on se trouve autour de cette belle table à ce comité-ci avec des jeunes d'un peu partout dans le pays, des provinces et territoires de partout dans le pays. Et vous allez entendre aujourd'hui des enjeux, des points de vue qui viennent du terrain, des réalités qui sont vraies. Et donc, je suis super heureux d'être ici avec mes collègues d'un peu partout dans le pays pour en parler. On nous dit souvent, ou on entend souvent parler de la jeunesse, et on nous dit souvent qu'on est l'avenir. Mais on est définitivement aussi le présent. Et pour qu'on puisse définir notre avenir, il faut être engagé aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle on est ici. Et on vous remercie beaucoup de la chance, de l'occasion de pouvoir s'exprimer à ce niveau-ci, qui est une opportunité comme nulle autre. Donc, on vous remercie énormément là-dessus. La FJCF croit que la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire passe par une jeunesse engagée, outillée et qui est en mesure d'insister des changements partout dans le pays. Nos communautés francophones ont un rôle à jouer pour l'avancement de la société générale canadienne. Et donc, mon souhait et le souhait de mes collègues, c'est qu'on puisse contribuer à cette société, à cet avenir-ci. Le bilinguisme, c'est une valeur, comme vous l'avez dit, le sénateur Cormier, une valeur fondamentale à notre pays. Et on a l'obligation, la responsabilité de renchérir et de rappeler aux gens, de promouvoir ces valeurs fondamentales de notre société. Donc, sur ce, je cède la parole à mes collègues et encore une fois, et je le répète, merci beaucoup de l'invitation. Bon, je me présente, je m'appelle Martin Kleiner, je représente l'Alberta. Lorsqu'on m'a demandé de présenter à vous aujourd'hui, on m'a demandé mon parcours personnel. Et mon parcours personnel en matière de francophonie et de bilinguisme fut franchement privilégié. C'est une des raisons sûrement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Donc, à la place, je vais parler pour 40 000 membres de Francophonie Jeunesse de l'Alberta.
qui est une mauvaise chose parce que j'adore parler de moi-même, mais en fait aussi une très bonne chose parce qu'il n'y a pas une réalité franco-albertaine, c'est surtout pas la mienne, il y en a une pour chaque franco-albertain. Donc, la loi cite en ce moment comme un de ses objectifs de favoriser au sein de la société canadienne la progression vers l'égalité de statut et d'usage du français et de l'anglais. À mon avis, en ce moment, avec la réalité franco-albertaine, les réalités franco-albertaines, il est irréaliste de croire que ce serait possible en ce moment. Je vais mentionner 2 raisons pourquoi ce serait irréaliste, en plus d'une raison pourquoi un positif. Donc, premièrement, je vais prendre l'exemple du Conseil scolaire Centre-Nord, qui est le 2e plus gros en Alberta. C'est un conseil scolaire purement francophone. 106 des 300 jeunes enfants qui entrent à la prématernelle ont des besoins en francisation. Ça pose une problématique parce qu'on ne peut pas s'attendre d'eux qu'ils vont élever le statut de la langue française et on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait une rétention de la culture franco-albertaine chez eux s'ils commencent déjà un désavantage comparé à leurs collègues anglophones. Deuxièmement, le nombre de programmes postsecondaires, ça c'est universitaires et dans les collèges techniques, qui sont francophones ou bilingues dans l'ouest du Canada en entier, laisse à désirer. J'ai mentionné 40 000 membres de Francophonie Jeunesse de l'Alberta. En ce moment, il y en a 757 qui vont au Campus Saint-Jean, qui est l'institution postsecondaire de la University of Alberta. Je me dis privilégié parce que moi, j'ai 3 cours dans mon baccalauréat de 4 ans et demi qui vont pouvoir être en français. Puis moi, je me considère chanceux. Il y en a seulement 757 qui sont, dans le fond, plus chanceux que moi dans cet aspect-là du postsecondaire. Finalement, 17% des Franco-Albertains sont immigrants. Puis c'est environ équivalent à l'augmentation en Alberta des Français qui ont des Albertains qui ont le français comme langue maternelle entre 2006 et 2011, environ. Heureusement, dans mon conseil scolaire, le conseil scolaire Centre-Nord, il y a un programme partenaire avec le centre d'accueil et d'établissement. Ça s'appelle la semaine des nouveaux arrivants. Puis la semaine avant la rentrée scolaire, l'objectif, c'est de pouvoir incorporer les nouveaux arrivants à la culture scolaire canadienne. Le directeur général du conseil scolaire m'a déjà avoué que si ce programme-là, si toutes les subventions disparaissaient il trouverait l'argent quelque part d'autre dans son budget. Ça, c'est l'aspect positif. C'est la croissance du français, le bilinguisme dépend de l'immigration en Alberta. Et donc, ça, c'est un projet de tel type doit continuer. Pour conclure, le futur du français et du bilinguisme en Alberta réside dans les institutions comme le Campus Saint-Jean. Puis, je dis ça parce qu'il ouvre ses portes et il dit à chaque personne qui entre à travers ces portes-là que tu peux vivre en français en Alberta. Il va le dire aux francophones de souche, aux francophiles, les nouveaux arrivants ou les Canadiens de longue date. Mais avec 757 étudiants, pas assez de jeunes entendent ce message. Et si vous voulez augmenter la quantité de groupes qui sont capables de livrer le message de « tu peux vivre en français en Alberta » et tu augmentes leur portée à des francophiles, des francophones de souche et des nouveaux arrivants, ça va assurer la vitalité du français en Alberta. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Reiner. Notre présidente du comité, la sénatrice Claudette Tardif, qui est de votre région, apprécierait certainement de vous entendre et elle apprécie certainement de vous entendre. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Louis Roux, de la Colombie-Britannique. Merci beaucoup, sénateur Cormier, sénatrice Monsion, de nous accueillir ici aujourd'hui. Donc, comme vous le savez, moi, je viens de la Colombie-Britannique. Je suis né au Québec, mais ça fait 10 ans que j'habite en CB, donc j'ai eu l'occasion de m'insérer complètement dans la communauté francophone de la Colombie-Britannique et je suis trésorier du Conseil jeunesse présentement. Donc la situation en CB est un petit peu différente, comme chaque province l'est. Dans notre coin ici, on dit que plutôt tous les jeunes sont bilingues. Il n'y a pas nécessairement une identité francophone très bien formée, et ça, je vais revenir là-dessus plus tard, mais le fait que tout le monde se considère comme plus bilingue que francophone comme tel, ça rend ça difficile de rejoindre tout le monde pour notre organisme. Par exemple, le Conseil scolaire francophone, qui est à la grandeur de la province, à peu près 90% des jeunes qui participent à nos activités viennent de ce conseil scolaire-là, et il y a 5000 jeunes de la maternelle à la 12e année dans tout le conseil scolaire. Par contre, en immersion francophone, dont à peu près seulement 10% des participants aux activités proviennent, il y a 50 000 jeunes en immersion au secondaire et il y a des listes d'attente
extrêmement longue. Donc, il existe vraiment un véritable engouement pour le fait francophone. Les gens veulent apprendre le français, mais les structures en place imposent une certaine distinction entre les francophones et les francophiles. Et ça, c'est problématique. Ce qu'on aperçoit dans nos activités, par contre, c'est que parmi les jeunes, ils font pas de distinction eux-mêmes entre francophones et francophiles. Tous ceux qui participent à l'activité parlent en français, ils s'entendent bien, peu importe de quel background ils viennent. Donc, c'est important de noter ça. Et le résultat, par contre, pour ceux qui participent pas à nos activités et qui sont à l'école d'immersion, c'est un certain manque de sécurité linguistique. Et ça, c'est un terme que je suis sûr que vous avez entendu parler et qui va revenir à plusieurs reprises. Donc, c'est ça. Les jeunes qui vont à l'école d'immersion, souvent, ils ne se sentent pas nécessairement confiants dans leur capacité linguistique. Ils vont pas nécessairement aller de l'avant. Ils vont pas chercher une carrière en français ou chercher l'éducation en français. Et ça, évidemment, c'est un peu un symptôme du manque d'opportunités en français en Colombie-Britannique. Par exemple, il n'y a pas vraiment de programme postsecondaire en français. Il y a seulement un programme à SFU en sciences politiques et il est très petit même là. Donc, ça amène au sujet de la sécurité linguistique. En CB comme ailleurs, c'est un enjeu. Beaucoup des membres actifs de la communauté francophone viennent en fait d'un milieu majoritaire, donc c'est des personnes qui sont arrivées du Québec ou de France, et c'est difficile d'aller rejoindre ceux qui proviennent vraiment de la Colombie-Britannique, justement parce qu'ils sont peut-être allés à l'école d'immersion, puis ils ont des problèmes, ils ont un manque de sécurité linguistique qui les apporte à pas vraiment s'impliquer autant qu'ils pourraient. Donc c'est ça, beaucoup des francophones de la Colombie-Britannique s'identifient pas à la communauté, et ça c'est un des problèmes auxquels on fait face qui sont vraiment difficiles à surmonter. Le Conseil jeunesse œuvre à l'inclusion du plus grand nombre et de la plus grande variété de personnes dans la communauté francophone. Et ça se fait à travers la création d'une identité franco-colombienne. Et c'est dur à faire, ça, évidemment. Donc, ce qu'on a besoin en CB, c'est un système qui encourage les gens à parler français. La distinction entre ayant droit, donc pour l'école francophone, et les autres, c'est un peu problématique. Il y a un manque de connexion entre l'engouement pour le fait francophone, donc les écoles d'immersion, et la communauté francophone qui pourrait leur fournir des services en français. Et souvent, les seuls liens entre cette communauté ces populations de francophones et de francophiles sont les organismes jeunesse, comme le Conseil jeunesse. Donc, on a besoin de plus de ressources pour justement faire ce lien-là. Et plus d'options de postsecondaire en français, évidemment, ce serait très aidant parce que souvent, ce qui arrive, c'est que les jeunes, peut-être qu'ils font leur primaire en français, ils vont à l'immersion au secondaire, puis ensuite, ils quittent complètement le système francophone. Et évidemment, sans pratique, la langue disparaît un peu de leur répertoire. Et ces problèmes-là sont un peu reliés à un manque de leadership du gouvernement provincial, dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de politique sur le français en Colombie-Britannique. On a un secrétariat des affaires francophones avec un total de 2 employés. Donc, ça fait qu'il y a une espèce de manque de motivation au niveau du gouvernement et ça pose problème. Il y a un manque de fonds et d'espace pour les écoles, non seulement pour le conseil scolaire francophone comme tel, mais pour les écoles d'immersion aussi, d'où les super longues listes d'attente. Et ça, c'est peut-être lié à un problème que le recensement capture mal un peu le besoin. Le français est supposément la 7e langue parlée en CB, mais c'est seulement si on compte seulement la première langue. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'est très intéressant. Puis, on a eu aussi l'étude qui a été déposée sur les problématiques qui existent au niveau de la Colombie-Britannique. C'est un travail qui a été fait par le Comité des langues officielles. On est au courant, puis on connaît ces enjeux-là, puis très important que vous nous les apportiez aussi en tant que personne vraiment concernée par ces problèmes-là. Merci beaucoup. Monsieur Gill, de l'île du Prince-Édouard. Merci beaucoup, sénateur et sénatrice. Comme vous pouvez voir, j'ai un autre anglophone, une autre famille anglophone, mais je suis encore un Acadien très fier. C'est pas la réalité pour tous les francophones à l'île. Puis c'est là où je vais rentrer un petit peu dans l'historique de notre organisme jeunesse qui était dans le temps Jeunesse acadienne. Jeunesse acadienne, pour 40 ans, fonctionnait très bien. Dans les dernières années, comme les jeunes de l'île commencent à apprendre le français, qui n'ont peut-être pas la culture acadienne, ça vient du monde qui vient de
d'autres provinces ou d'autres pays, ou même des anglophones qui veulent apprendre la langue, on a décidé de changer notre nom pour mieux être là pour tous les francophones. On est fiers de notre nouveau nom, Jeunesse acadienne et francophone de l'île du Prince-Édouard, pour s'assurer que tout le monde est inclus. Un de nos enjeux par chez nous, c'est de faire traiter comme anglophone pour les jeunes peut-être en immersion qui n'ont pas eu la chance de toujours parler en français. Puis le monde trouve que c'est plus facile de leur parler en anglais par politesse pour eux autres, qui n'est pas nécessairement le cas. Les jeunes veulent apprendre la langue, puis ils essayent de trouver des façons pour mieux utiliser la langue, mais comme on n'a pas nécessairement beaucoup de communautés francophones à l'île, c'est dur d'utiliser la langue toujours pendant la journée, qui fait peine. Une des affaires qu'on cherche vraiment de la communauté sénatoriale, c'est de reconnaître l'importance du réseau jeunesse et le cheminement identitaire des jeunes avec le réseau jeunesse en situation minoritaire, et aussi communiquer ça au gouvernement, puis aussi encourager une création d'enveloppes budgétaires pour assurer la création d'emplois permanents avec les associations jeunesse en milieu minoritaire afin de maintenir les professionnels sur le terrain. Exemple, on parle beaucoup des employés pour des emplois plus stables ou plus payants que nos jeunes ont besoin de quelqu'un à nos organismes jeunesse. Merci. Merci beaucoup, Kyle Gill de l'île du Prince-Édouard. Et maintenant, M. Bentley du Manitoba. Merci beaucoup pour l'invitation, honorables sénateurs et sénatrices. Donc, au Conseil jeunesse provincial au Manitoba, on a toujours essayé de pousser les limites de l'évolution de la francophonie, de s'assurer que nos politiques, que les structures qu'on utilise, que les mots et termes qu'on utilise reflètent la jeunesse d'expression française, d'utiliser le mot jeunesse d'expression française au lieu de parler de francophonie francophile, de parler de sa francophonie au lieu de la francophonie, de parler de ses communautés au lieu de sa communauté, de parler de sécurité linguistique au lieu de insécurité linguistique. Ces petits changements ont des grands impacts sur comment on choisit de voir le monde. C'est le temps que les lois et les systèmes qui entourent les langues officielles représentent mieux cette francophonie en évolution. Le journal communautaire du Manitoba, La Liberté, a fait mention en 2016 que le CJP a imaginé l'utopie de la francophonie depuis 2005, quand on a ouvert nos initiatives complètement aux jeunes venant des écoles d'immersion, et qu'en 2017, cette utopie continue d'être imaginée avec un CA composé à égalité d'élus issus d'écoles francophones et des écoles d'immersion. Prenons 3 membres du CJP, moi, Ariane et Jason, comme exemple. Moi, mon histoire, c'est que j'ai fait l'immersion jusqu'à la mi-9e et ensuite, je suis allé à une école francophone comme nom et endroit. Je n'ai jamais eu l'occasion de parler en français chez moi. Jason a fait l'immersion pour MA12 et a seulement pu parler le français chez lui avec sa sœur qui fait aussi l'immersion. Puis Ariane a étudié de maternelle jusqu'à la 12e dans une école francophone comme ayant droit. Nous 3, nous avons une passion forte pour une francophonie. Par contre, à cause de nos divers vécus, nous sommes souvent étiquetés différemment par nos communautés. C'est comme s'il y a une hiérarchie dans la francophonie, des plus francophones et des moins francophones. Dans cette hiérarchie, nous 3, on se déplacer dans des rangs différents, avec d'autres rangs pour ceux qui sont des nouveaux arrivants, qui font le français de base, qui apprennent encore le français, et même ceux qui veulent apprendre le français. Mais pour nous, cette hiérarchie est complètement artificielle et sert seulement pour exclure des gens. Donc, pour nous, une façon de préserver la langue française dans les communautés francophones en situation minoritaire, c'est de défaire cette hiérarchie artificielle. Les lois, les structures et les politiques du gouvernement doivent l'encourager et le mandater.
Cela étant dit, il y a un immense besoin de redéfinir c'est qui un francophone aux yeux du gouvernement, avec le but d'élargir cette définition afin d'inclure beaucoup plus de gens. Effectivement, tous ceux d'expression française devraient avoir accès à des services en français, ce qui n'est pas toujours le cas présentement. Ceci doit aussi inclure la promotion d'une francophonie riche où on célèbre cette diversité, ses cultures et ses accents partout au Canada, qu'on promue une francophonie canadienne plus grande que l'on ne l'a jamais imaginée. De Victoria à Yellowknife, à Red Deer, à Saint-Boniface, à La Brocterie, en passant par Montréal et jusqu'à Moncton et Charlottetown. C'est de créer des environnements en finançant des projets qui s'assurent que les francophones puissent innover et discuter en français, de cuisiner en français, de jouer au soccer en français et de faire des débats en français. Le français doit être le médium et non la fin. Et surtout, il faut avoir confiance et offrir les ressources aux organismes qui savent mettre en œuvre déjà ces projets. Bref, nous espérons que le Sénat va pouvoir prendre le temps de vraiment réfléchir à la composition de cette francophonie canadienne en 2017, puis comment que ça a changé depuis 50 ans, et que cela sera reflété dans les recommandations qui seront faites dans le cadre du 50e anniversaire de la loi sur les langues officielles. Merci beaucoup, Derek. Tu as un très beau parler français. Merci. Et j'aime beaucoup le message d'inclusivité que tu nous transmets pour les besoins de la francophonie canadienne, qu'on ait un français parfait ou qu'on ait un français cassé. Hein? Fait que je trouve ça fantastique. Merci beaucoup. Monsieur Couturier. Honorable sénatrice et sénateur, c'est un plaisir pour moi d'être ici en tant que vice-président de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. Je sais que votre comité a entendu beaucoup parler du bilinguisme et du rapprochement des deux communautés des langues officielles depuis le début de ces travaux. Et je tiens à porter le point de vue d'un individu ayant grandi dans un milieu minoritaire afro-autochtone où 10% de la population parle français. Avec le temps alloué, je vous parlerai de l'importance de nos organismes et l'importance de la construction identitaire chez les jeunes. Même si la langue de travail de mon école est le français, il y a beaucoup de parler anglais dans le corridor, puisque une grande majorité des élèves parlent anglais à la maison. Cependant, avec des pièces de théâtre et des spectacles à savoir acadienne, l'école tente de rapporter ce sentiment de fierté. Pourtant, certains individus trouvent que le pont à faire est un peu difficile. Et puisque il y a beaucoup de membres de la communauté anglophone dans nos écoles, alors ils font pas nécessairement ce lien-là, ce qui rend la tâche plus complexe pour les élèves issus d'un environnement plus francophone. Un été, je suis allé chez mon grand-père et c'était pour construire une cabane pour son camp. Nous prenons les 5 minutes de pause pour respirer, faire les choses. Mais plus le temps avançait, plus les 5 minutes venaient longs. Donc, à un moment donné, j'ai pris un 5 minutes qui est devenu un petit peu plus long, on va dire. Et j'ai posé des questions. J'ai demandé une question vraiment simple. Pourquoi j'avais la peau légèrement plus foncée que mes amis à l'école? Il m'a répondu, c'est parce que tu as des ancêtres qui sont autochtones. Là, il a continué. Il a continué sur sa lancée, il m'a expliqué, il m'a parlé que j'avais des ancêtres qui se sont fait déporter aussi, dans la grande déportation des Acadiens. Plusieurs années plus tard, un grand rassemblement de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick m'a ouvert les yeux sur ce qu'était vraiment l'Acadie. Ce n'est pas 10% d'une population d'une ville. Ce n'est pas des vieillards que je rencontre lorsque je vais voir ma famille éloignée. C'est une communauté dynamique, c'est une communauté vivante, provinciale, lorsque je suis allé à cet événement. Lors du rassemblement, mes idées préconçues ont été détruites. J'ai réalisé qu'est-ce qu'était cette communauté qu'on appelle l'Acadie. Mais ce n'est pas tous les jeunes qui ont cette chance. Bien trop souvent, les jeunes vivant en milieu minoritaire voguent dans un brouillard, tardant la venue à bon port. C'est ici que le bas blesse. Quand on met le tout sur la perspective du rapprochement entre les deux communautés pour échanger les deux communautés de langues officielles,
C'est beau de vouloir se rapprocher de la communauté pour échanger et mieux se connaître, mais à quoi bon si on ne connaît pas soi-même? Cet été, j'ai passé un mois dans un environnement complètement anglophone. Lorsque certains me demandaient où j'avais appris à parler français, avec assurance, je leur répondis et leur parlais de mes racines acadiennes. Cette confiance fut trouvée à un événement de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, qui a pour mission la construction identitaire. Et cette affirmation a permis de générer des conversations très intéressantes avec les autres membres du Canada anglophone lors de cet événement. J'espère que plus de jeunes pourraient participer aux événements culturels offerts par nos organismes et, par le fait même, être plus prêts à ouvrir dialogue avec la communauté anglophone. Je vous laisse alors avec un dicton préféré de mon enseignant français qui vient d'Antonio Gramsci. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne peut savoir où il va. Merci beaucoup, M. Couturier. Votre intervention suscite autant de questions que de réponses, à savoir cette cohabitation entre les deux communautés, le lien entre la langue et la culture. Comment ce lien-là se fait-il? Il se fait sans doute de façon très différente d'une région à l'autre. Donc, on aura l'occasion d'échanger à ce sujet-là. Merci beaucoup de votre intervention. Maintenant, M. Fraser, donc, de la Nouvelle-Écosse. Bonjour, Monsieur Honorable et Madame Honorable, sénatrices et sénateurs. J'aimerais vous parler de non seulement mes réalités à moi, mais la réalité de mon communauté en Nouvelle-Écosse. Moi-même, je vais commencer avec mon propre parcours. Je détestais le français. Je vais pas mentir, c'était la réalité. Jusqu'à la 6e année, je trouvais ça vraiment bête d'avoir besoin de parler en français dans mes cours de français. Comme, my God, pourquoi est-ce que j'ai besoin de faire ceci? C'est finalement arrivé que j'ai participé au grand jeu de l'Acadie à Bathurst, le 35e qui a eu lieu. C'est là où j'ai trouvé une communauté non seulement de mon école, mais de les maritimes acadiennes qui était vivante. C'est là où je me suis inspiré dans ces racines francophones. Je ne me suis pas identifié acadienne à ce moment-là, mais éventuellement, ça m'est arrivé. Je me suis commencé à m'impliquer dans mes communautés et c'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, avec des implications en français et non en anglais. Cependant, je ne vais pas dire que les réalités anglophones n'existent pas pour moi. Je suis d'une famille complètement anglophone, comme vous pouvez dire de mon dernier nom. Essayez de le dire en français, s'il vous plaît. Maintenant, ce n'est pas le cas pour tout le monde. J'ai plusieurs amis de chez moi qui connaissent comment parler 100% en français et qui sont de descendance française. Donc, c'est facile à savoir, de mes propres expériences, que la France est très diverse du début. Mais la réalité en Nouvelle-Écosse, que moi je veux faire un grand aperçu, c'est la diversité de ce français-là. Parce que, comme on peut voir, si tu vas dans la région de Clare, où ce qui est la seule université francophone en Nouvelle-Écosse, l'accent est fort et je ne la comprends pas. Si on va tout au nord, au Chéticamp, l'accent est fort et je la comprends encore pas. Cependant, j'ai fait un effort, je la comprends un peu mieux maintenant. Pas tout à fait. C'est une réalité que c'est encore des bons parlers en français. C'est pas une mauvaise French. C'est bonne. C'est vraiment bonne. Les personnes communiquent bien plus vite que moi je peux le faire avec n'importe qui d'autre en français. Donc, je les applaudis en premier lieu. Mais aussi, ces communautés sont fascinantes parce qu'ils adorent ça parler en français. Sans même avoir besoin de participer à des événements incroyables, ils le connaissent déjà, le valeur de parler en français. C'est quelque chose que j'aimerais que vous considériez lorsque vous faites des lois. Ce n'est pas juste avoir des lois qui disent « oui, tu peux parler en français ». Il faut avoir une place à s'exprimer. C'est ce que nous, au CJP de la Nouvelle-Écosse, essayons toujours de faire. On fournit des places à parler en français pour que les personnes comprennent que oui, tu n'as pas besoin d'être honte du fait que tu parles un peu weird. C'est fine, on te comprend. Donc, c'est qu'est-ce que je veux vous pousser à faire. C'est quelque chose d'impressionnant, être capable d'exprimer en français. Pourquoi pas le pousser? Une deuxième chose que j'aimerais faire focus,
Parce que c'est une réalité que tout le monde de la Nouvelle-Écosse qui fait partie du Conseil scolaire acadien provincial connaissent trop bien. Au secondaire, on perd des élèves, beaucoup d'élèves. Mon classe de gradués cette année va être 5 élèves, au max, espérant. C'est fort probable que c'est la réalité partout. J'ai vu des classes qui étaient 1 personne à graduer une année, de mon propre école. Ça, c'était seulement 3 ans passés. Donc, un problème que nous avons toujours, c'est cette fierté-là. Donc, une des grandes choses que notre Conseil jeunesse essaie de faire toujours, c'est de promouvoir cette fierté de langue. Cette fierté de langue a été faite vraiment fort lorsqu'on a fait notre campagne de J'aimerais ton accent. Ça a bien passé, je te dis bien, parce que le premier ministre a un chandail de chez nous. Mais aussi, pour conclure ceci, je veux vous dire, il faut être fier de votre accent pour voler du slogan de Moncton cette année. Merci. Bravo. Puis de voir encore l'aspect inclusion de la langue qui est tellement important. Je te remercie de ton témoignage. Prochaine personne, Pablo Sandoval. Je me suis pas essayé. Aucun problème. Honorable sénatrice, honorable sénateur, chers collègues, c'est un honneur et plaisir de pouvoir me prononcer en présence de tant d'individus distingués provenant de partout au Canada. Je peux dire avec certitude que je suis motivé par le français. Venant d'un père syrien et d'une mère chilienne et en parlant espagnol seulement à la maison, c'est ma naissance à Montréal qui m'a permis de découvrir et de parler et vivre le français. En effet, la raison pour le dialogue prenant place aujourd'hui est catégoriquement l'importance que nous accordons tous au français. Que ce soit dans les provinces maritimes, des prairies, de la côte ouest ou du nord, chacun et chacune de mes collègues comprennent et apprécient nos importantes contributions à la vitalité de la francophonie canadienne. La jeunesse canadienne française fait face à plusieurs défis semblables en termes de parité linguistique. Bien que la jeunesse franco-ontarienne que je représente se trouve dans une position relativement favorable, la Fédération, dirigée par sa membriété, continue de revendiquer et outiller en lien à plusieurs dossiers, notamment l'accès limité à une éducation postsecondaire en français avec une gouvernance francophone, la lutte constante pour la désignation de davantage de territoires sous la loi sur le service en français provincial et notre campagne contre l'insécurité linguistique, un dossier de longue date. C'est sur ce dossier que je n'hésiterai pas de m'attarder avec une histoire qui m'a marqué et qui, j'espère, illustre bien les conséquences douloureuses de la honte parfois éprouvée en situation minoritaire. Pendant le camp d'entraînement des Jeux de la francophonie canadienne de cet été dernier, un participant nous a avoué, lors d'un atelier portant sur le sujet, de ne jamais vouloir parler français avec sa mère, une francophone du nord de la province. Il évitait même d'inviter ses amis chez lui pour ne pas courir la chance que sa mère lui parle français devant eux. Suite au jeu et aux échanges qui étaient facilités, il parle maintenant français avec sa mère à chaque jour. C'est ces histoires comme celle-ci qui me font fier de pouvoir contribuer au travail de la Fédération. Cette insécurité troublante n'est qu'un symptôme, comme mentionné par mes collègues, d'un défi résumant la réalité. Être francophone hors Québec, c'est difficile. Soit en matière d'éducation, de services, de représentation dans les médias, de place dans la société plus largement. Le mouvement pour une capitale officiellement bilingue demeure aussi un dossier principal de la FESFO. Rappelons du succès du 31 mai dernier, lorsque plus de 1000 marcheurs, la plupart étant des jeunes Ottaviens et Ottaviennes, ont marché au cœur d'Ottawa pour revendiquer une ville qui les reconnaît officiellement, et ce, pérenniellement. C'est cette volonté de s'engager concrètement auprès de la francophonie, couplée avec les capacités logistiques et organisationnelles de nos organismes communautaires qui font de la jeunesse francophone une puissance redoutable sur la scène politique. En bref, le dialogue prenant place aujourd'hui est une apte représentation de la réalité vécue par des millions de francophones au Canada. Confrontés à d'importants obstacles en ce qui concerne la parité linguistique, du travail se fait depuis bien longtemps, sans faute.
C'est mon plaisir de pouvoir continuer ce travail avec une équipe dédiée et des partenaires distingués. Merci bien. Merci beaucoup, Monsieur Pablo Majana Sandoval. C'est un grand plaisir de pouvoir prononcer votre nom dans le contexte d'une table ronde sur la question des langues officielles et sur la question de la diversité de la langue française dans ce pays. On a depuis le début le plaisir de savourer toutes les nuances de la langue française comme vous les exprimez. Donc, c'est un grand, grand plaisir. Merci beaucoup de votre intervention qui suscite là aussi beaucoup de questions. Et ça me fait d'autant plus plaisir de parler de diversité que de vous présenter maintenant, de céder la parole à Mme Gabriela Quintanilla de la Saskatchewan. Merci. Donc, merci, sénateur Mention et sénateur Cormier. C'est un plaisir d'être ici avec vous, ainsi avec mes collègues. Comme vous savez bien, par mon nom de famille, ma famille est originairement d'El Salvador. Donc, je parle l'espagnol, le français et l'anglais dans cet ordre précis. Donc, ma langue maternelle, c'est l'espagnol. J'ai appris le français lorsque je suis rentrée dans l'école francophone. Et puis, j'ai appris l'anglais comme on prend un rhume. C'est tout partout, c'est très facile à l'apprendre. Je suis très fière de m'identifier non seulement hispanophone, mais aussi une fière francescoise à cause des bras ouverts de la francescoisie. Grâce à mon implication dans la communauté francescoise, j'ai eu des opportunités que d'autres jeunes francescois n'ont pas eues. Ce n'est pas tout le monde qui peut représenter leur propre province dans la Fédération de la jeunesse canadienne-française. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de siéger dans un comité d'administration d'un organisme pareil pour les jeunes. J'ai été super chanceuse d'avoir eu ces expériences-là et d'avoir eu ce sens d'appartenance à un jeune âge. Et puis, mais la majorité des jeunes chez nous n'ont pas ce sens d'appartenance. En fait, en Saskatchewan, la réalité est que nous ne pouvons pas s'épanouir dans les deux langues officielles. La juridiction provinciale fait en sorte que le français est un mal de tête et non pas un atout. Nous avons besoin de l'aide de la loi fédérale pour faire valoriser la dualité linguistique. Je ne veux plus rentrer dans un fonctionnaire provincial et me faire ridiculiser par le gérant parce que j'ai osé lui demander s'il y avait des cours de conduite en français. Je ne veux plus rentrer dans un aéroport qui me fait sentir comme si je suis un mal de tête parce que je leur ai répondu en français lorsqu'ils m'ont salué « Hello, bonjour ». Je ne veux plus être intimidée dans une place publique parce que je choisis de m'exprimer en français avec mes amis. Je ne veux plus entendre les jeunes dans les programmes d'immersion et francophones dire qu'ils ne parlent plus le français à cause de leur insécurité linguistique. Comme vous le voyez, la Saskatchewan n'a pas vraiment cette dualité linguistique. On est chanceux d'avoir la cité universitaire de l'Université de Regina qui offre des programmes postsecondaires, mais c'est très limité. Donc, les jeunes qui finissent de l'immersion ou des écoles francophones qui veulent poursuivre leurs études en français doivent aller à l'Université de Regina ou aller autre part. Par contre, ce n'est pas la réalité pour tout le monde. S'ils n'ont pas accès à ces fonds, ils resteront ici dans notre province puis suivront des cours en anglais. On est chanceux aussi d'avoir des organismes francescoises qui sont là pour assurer que la langue française ne disparaisse pas, mais cela n'est pas toujours assez. La communauté francescoise vous prie de faire connaître l'importance de la dualité linguistique par l'entremise d'une campagne de sensibilisation ou par subventionner ou créer des activités sur l'importance d'avoir la capacité de parler le français, même si on ne se considère pas francophone. En bref, la Saskatchewan est en train de lire la loi des langues officielles lorsqu'on est ici en train de la moderniser. Donc, merci. Merci beaucoup, Gabriela. Des commentaires qui sont extrêmement
important, intéressant. Surtout quand on parle de dualité linguistique, parce que dans le mot dualité, il y a le mot duel, et ça devrait pas être une dualité, ça devrait être une complémentarité des langues qui font du Canada un pays beaucoup plus riche. Merci de vos commentaires. Amélie Latour, qui est du Yukon. Bonjour, honorable sénatrice Mention, honorable sénateur Cormier. Comme vous l'avez dit, je viens du Yukon. Je vis à Whitehorse, la ville capitale. Moi et environ 38 000 autres personnes sommes entourées du beau fleuve puis des montagnes. Dans ces 38 000 personnes-là, on est environ 4,8% de personnes francophones, donc qui ont le français comme langue première, et 13% qui savent parler le français et qui comprennent le français. Donc, j'ai eu la chance de grandir dans une communauté francophone. On est tous très proches. On organise des activités, puis on vit vraiment notre francophonie. Mais c'est vraiment important, puis j'ai vu ça dans les dernières années, de faire sortir les jeunes du territoire pour qu'ils aient l'opportunité d'aller voir comment la francophonie se passe au Canada, puis pour qu'ils puissent se construire une meilleure identité francophone. La raison pourquoi les jeunes ont besoin de sortir plus, c'est qu'on a une école francophone dans tout le Yukon. Puis c'est de la pré-maternelle à la 12e année. On est tous dans le même édifice. Puis on manque de ressources, on manque d'enseignants, on n'a pas tous les cours qu'on demande, justement parce que les élèves, quand ils arrivent au secondaire, la majorité décide de partir, aller recevoir leur éducation complètement en anglais ou en immersion française. Donc, c'est vraiment bien que les jeunes puissent sortir, puissent bâtir une identité francophone, puis non seulement qu'ils se considèrent comme francophones, mais qu'ils soient fiers d'être francophones ou tout simplement de parler français, d'être francophiles. Donc, en 2019, on est supposé avoir notre propre école secondaire francophone. Ça fait plusieurs années qu'on se fait dire qu'on va avoir notre propre bâtiment, puis qu'on va avoir notre propre école secondaire. Ça ne s'est pas encore passé. Si ça va se passer en 2019, on ne le sait pas. Mais c'est très important pour moi d'en parler. Puis ça me fait... Merci beaucoup de prendre de votre temps pour m'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous pour les commentaires que vous nous avez partagés aujourd'hui. Puis, vos témoignages sont touchants. Touchants dans le sens qu'il y a des réalités que vous vivez chacun dans vos provinces qui font en sorte qu'on a besoin d'entendre ces informations-là justement pour aider à la transformation, puis voir si on est capable d'intervenir et de trouver des solutions pour répondre aux différents besoins qui sont identifiés. Ce qu'on va vous demander, c'est de rester en contact. Please keep in touch, sharing your knowledge and experience. Restez en communication avec nous, car cela va nous aider dans notre travail au Sénat. Ensemble, nous allons bâtir une meilleure langue sur les langues, une meilleure loi sur les langues officielles, une loi qui pourra répondre aux besoins linguistiques du 21e siècle. On invite les gens de l'auditoire à poser des questions. Puis avant que la première question soit posée, si je peux me permettre, les commentaires que vous nous avez faits sont des commentaires qui sont touchants, mais qui sont aussi et beaucoup interpellants. Vous nous avez parlé d'éducation post-secondaire, vous nous avez parlé d'enjeux liés aux espaces francophones, vous nous avez parlé d'insécurité linguistique, de la relation entre les ayants droit et les francophones en immersion. Vous nous avez parlé des besoins d'événements. Vous nous avez parlé du lien entre la langue et la culture. Donc, autant de sujets et d'aspects qui touchent évidemment la réalité des communautés francophones et qui touchent la modernisation de la loi sur les langues officielles. Donc, on va être heureux d'accueillir vos questions concernant le sujet du jour.
Et pour revenir à ce qu'on avait mentionné au début, c'est qu'on invite les personnes justement à lever la main Marcy va aller les chercher et les amener ici pour qu'ils puissent poser leurs questions au micro. Alors, la parole est aux gens qui veulent poser des questions. Monsieur. Bonjour, honorable sénatrice, honorable sénateur. Merci beaucoup de nous accueillir si chaleureusement aujourd'hui. Mon nom est Colin-Philippe Béliveau-Simard. Je viens d'Alberta. Je suis président sortant de Francophonie Jeunesse d'Alberta. En fait, j'ai 2 questions et j'ai eu beaucoup de misère en attendant à savoir quelles j'allais vous demander, justement. Donc, je vais essayer de me dépêcher. Premièrement, je crois que n'importe qui écoute les nouvelles au Canada, surtout les nouvelles télévisées, va rapidement constater qu'on entend peu parler des enjeux auxquels font face les communautés minoritaires de langue française au Canada. Ceci est très vrai du côté de la CBC et d'autres médias anglophones, mais c'est aussi vrai parfois du côté de Radio-Canada et d'autres médias. Et nous sommes choyés quand même d'avoir Radio-Canada, TFO, Uni, des réseaux comme ça pour nous permettre d'avoir des nouvelles à propos de nos communautés. Cependant, moi, je suis de l'impression que c'est pas assez, même pour quelqu'un comme moi, relativement chanceux de connaître le réseau francophone. C'est pas facile pour moi de trouver des nouvelles à propos de qu'est-ce qui se passe dans mon réseau. Et je crois que pour quelqu'un du côté, pour un anglophone au Canada, comment ils sont censés savoir qu'est-ce qui se passe avec le frère français en lieu minoritaire au Canada, surtout dans les médias de langue anglaise au Canada, on est quasiment invisible, on doit le dire. Donc, j'aimerais savoir peut-être ce que le comité entend faire pour augmenter la visibilité du fait français en lieu minoritaire dans le discours public, tout autant venant du gouvernement, et dans les médias, surtout les médias sociaux et numériques, aujourd'hui au Canada. Merci de votre question. Je peux peut-être commencer, sénatrice. Et puis, dans les groupes cibles qu'on va rencontrer tout au cours de ce projet d'études-là, on doit rencontrer toutes les institutions fédérales. On va rencontrer les institutions fédérales et évidemment, les enjeux des communications font partie, en fait, de notre champ de recherche. Donc, on va, dans le cadre de nos consultations, aborder les questions que vous venez de soulever et les enjeux que vous venez de soulever. Ça, c'est clair que ça va faire partie du projet d'études. Je vous rappelle que le projet d'études qui est en cours vise, en fait, le comité vise à déposer un rapport au gouvernement canadien pour que le gouvernement canadien puisse lui-même procéder à la modernisation de la loi sur les langues officielles et prendre les mesures nécessaires pour que des solutions soient apportées aux enjeux que vous relevez. C'est certainement pas la première fois qu'on entend parler de ces enjeux-là et on les vit comme citoyens et citoyennes, la capacité d'être présent dans nos communications et de faire connaître nos communautés. Moi, j'aurais presque envie, je vais céder la parole à la sénatrice Mention, mais j'aurais envie de vous relancer la question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on devrait faire? Quels sont, à votre avis, quel est le rôle du gouvernement fédéral? Puis dans le contexte de la loi sur les langues officielles, quelle devrait être la relation avec les institutions fédérales pour que les enjeux que vous parlez sur le plan de la visibilité, par exemple, des communautés francophones, soient réglés au sein des institutions telles Radio-Canada, CBC et d'autres. Donc, moi, je serais très, très curieux de vous entendre sur cette question-là. C'est un des objectifs de notre consultation, c'est de vous entendre. Pour justement renchérir ou ajouter, même lorsqu'on regarde les médias francophones ou anglophones, on annonce des catastrophes. On ne parle pas nécessairement de la langue. Et parce que la langue, c'est pas une catastrophe. Et c'est certainement pas une catastrophe d'être bilingue au Canada. C'est plutôt un avantage, un atout à avoir. Alors oui, dans le cadre des consultations, lorsqu'on va parler aux gens des organismes gouvernementaux,
on va demander justement qu'est-ce qui va être fait de ce côté-là. Et j'aime beaucoup l'approche du sénateur qui vous invite aussi à nous donner de l'information à cet effet-là. Quel genre d'information vous avez besoin? Parce qu'à l'heure actuelle, vous utilisez probablement beaucoup plus les réseaux sociaux pour justement aller chercher cette information-là que vous pouvez aller la chercher sur les médias qui sont financés par le public ou par les entreprises gouvernementales. Et ce sont des enjeux, si je peux rajouter, ce sont des enjeux qui sont d'une très, très grande importance, tous les enjeux qui touchent les communications. On parle de Radio-Canada et CBC, c'est un cas peut-être plus visible, mais toute la question des nouveaux médias, d'ailleurs, c'est un de nos sujets là, de questionnement. Comment est-ce, par exemple, que dans l'ère du numérique, avec tout ce qui s'en vient là, comme contenu canadien, comment est-ce qu'on peut s'assurer de promouvoir, de faire connaître le contenu francophone et le rendre accessible aussi aux gens de votre génération. Donc, je ne sais pas si vous avez par rapport à ça un point de vue, là. Effectivement, j'ai pas beaucoup touché sur justement les réseaux sociaux et les médias numériques. Cependant, comme le gouvernement est bien au courant, l'intimidation numérique, l'intimidation en ligne, c'est quelque chose qui touche vraiment la génération de jeunes aujourd'hui. Et on a aussi parlé alentour de la table ici de la sécurité linguistique ou de l'insécurité linguistique. Mais dans le cas des communautés minoritaires de langue française et d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, ces deux choses-là viennent ensemble et s'amplifient. Donc, il faut vraiment essayer d'avoir des initiatives pour créer ce qu'on pourrait appeler un espace numérique francophone sur les réseaux sociaux, de rendre ça pas que c'est pas correct tout de suite, mais de rendre que la perception, que ça soit entièrement correct, de partager ce que vous avez à partager en français et d'avoir la liberté de faire ça sans souffrir de l'intimidation en ligne. Mm-hmm. Est-ce que d'autres veulent commenter cette question des communications, les enjeux liés aux communications, puisque, en fait, ce vous soulevez aussi, c'est la relation, dans le fond, entre le gouvernement fédéral, la loi sur les langues officielles, la mise en œuvre de cette loi-là et l'imputabilité des institutions fédérales. Qu'est-ce que les institutions fédérales comme Radio-Canada et d'autres doivent faire pour répondre à la loi sur les langues officielles? C'est la responsabilité de l'ensemble des Canadiens que de promouvoir cette question de cette loi-là. Donc, ça touche cet enjeu-là qui est un enjeu très, très important. En tout cas, on vous remercie pour votre question et puis on est prêt à accueillir évidemment toutes les suggestions que vous pourrez faire pour nous aider à faire des propositions au gouvernement dans ce sens-là. Absolument. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont là? Oui. Bonjour, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Certainement agréable de s'asseoir, de regarder ça. J'appelle ça un step back, vraiment, pour écouter tout ce qui se déroulait. Vous pouvez vous présenter? Oui, Sue Duguay, je viens du Nouveau-Brunswick. Et puis, j'ai eu pendant toute cette discussion-là la réflexion le positionnement qu'on voit de la part des gouvernements quand ça vient à ces questions-là. Comme je disais, je reste au Nouveau-Brunswick. Je vis beaucoup de cette dualité-là qu'on parle de, qui est plus ou moins agréable de considérer un combat entre les deux langues. Ils cohabitent quand même bien, mais en tant que citoyen canadien, canadienne, on élit des représentants en les faisant confiance parce qu'on pense, ou du moins on vote pour eux quand on a l'âge de voter, pour qu'ils puissent nous représenter de façon propice. Puis, des fois, ça peut être frustrant, j'ai déjà ressenti ça en tant que francophone, que le gouvernement pouvait avoir peur de ce que les anglophones allaient dire s'ils prenaient trop place pour les francophones. Justement, en raison de cette dualité-là, le combat que les Français prennent les jobs des anglophones. C'est un peu dommage. On ne peut pas nier le fait qu'il y a eu un rapport de déposer envers le système électoral, puis que ça a été poussé de côté, si on veut. J'ai pas précisément une question, mais si je pouvais avoir un request, une recommandation à vous faire, ça serait de rendre ce rapport-là mémorable. Pas seulement de le revisiter parce que c'est le 150e du Canada, que c'est son 50e anniversaire, puis que c'est le temps justement d'être à jour avec nos médias, puis de trouver une place dans les médias francophones qui est importante, mais vraiment d'apporter
Puis on parle de fierté française, de fierté francophone, puis tout ça, mais il y a un article qui a été écrit au Québec qui disait justement que les Acadiens, puis ça c'est juste un exemple, on en parlait au Manitoba, puis c'est partout au pays. La diversité puis le fait qu'on a les bras ouverts rend notre langue plus forte. Ça fait si on pourrait avoir un rapport qui justement parlerait de cette ouverture d'esprit-là, puis qui pourrait faire comprendre à tout le monde que, pour les jeunes par exemple, sur les médias sociaux, que d'écrire nos captions ou d'utiliser nos hashtags en français, ça a sa place, puis c'est cool. De faire véhiculer ça dans un rapport aura tellement plus d'impact. Puis si la société peut aussi être au courant que ça a été déposé, puis que ça a été entendu, je ne sais pas si je véhicule bien mon message, mais si ça a le pouvoir que ça a le pouvoir d'avoir, je pense qu'on réussira. Nous, on aura la satisfaction de savoir qu'on a travaillé à quelque chose qui aura valu la peine. Puis on pourra dire que pour le 150e du pays, on avance encore plus loin qu'il n'y aura jamais été du côté de pas de la dualité, mais du bilinguisme au Canada. C'est pas une question, mais c'est une proposition. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment voir de vous, le potentiel lié. Puis la proposition, elle est extrêmement intéressante. Malgré le fait que vous ne voyez que 2 sénateurs ici aujourd'hui, la sénatrice Tardif est en ligne et écoute, et je suis persuadée que les autres sénateurs du groupe sénatorial sur les langues officielles vous écoutent également. À l'intérieur du rapport qui va être présenté par le comité, il va y avoir justement tout l'aspect jeunesse qui est l'importance qu'on accorde justement à vos besoins, parce que tout à l'heure, vous nous avez dit on est l'avenir, mais on est aussi le présent, et on le reconnaît. Il y a le premier volet, les premières personnes qu'on rencontre, ce sont justement vous, pour justement aller chercher les besoins que vous exprimez dans vos communautés. Vous vivez ça à l'heure actuelle. Moi, j'ai connu l'époque où on s'est battu pour avoir des écoles secondaires financées par la province ici en Ontario. Moi, je suis arrivée, c'était passé, fait que la bataille était terminée. Et on avait nos écoles. Vous arrivez où plus le côté linguistique, le côté bilinguisme, il y a des enjeux importants qui sont associés à tout ça. Et on regarde la loi sur les langues officielles qui répond probablement pas aux besoins d'aujourd'hui, mais qui ont répondu à un besoin à un moment donné. Alors, c'est tout ça qu'on veut faire refléter à l'intérieur du rapport, mais c'est surtout l'aspect des besoins à venir, puis d'avoir quelque chose qui est actuel là, pour vous. Alors, on va faire une belle mise en garde de ce côté-là, puis on va s'assurer que c'est bel et bien là. Vous avez soulevé des enjeux qui sont très importants, puis qui soulèvent des questions sur des enjeux politiques. Les langues officielles, quand on parle de langue, je ne sais pas si vous vivez cette réalité-là de cette manière-là, mais quand on parle des langues officielles, il y a souvent un enjeu politique qui se rattache à ça. Quelle est la responsabilité du gouvernement fédéral? Quelle est la responsabilité des provinces? Quelle est la responsabilité des municipalités? Quelles sont les responsabilités des municipalités? Tout ça doit se rattacher. C'est comme un écosystème qui fait que ça devrait fonctionner. Puis ce dont vous avez parlé, c'est un peu de ça, d'ailleurs. Vous dites, il y a de la résistance parce que le gouvernement provincial hésite parce qu'il ne veut pas froisser la communauté, l'autre communauté, disons-le comme ça. Comment faire pour que, et c'est une question au même temps que je vous lance, comment faire pour que le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il devrait faire à l'intérieur de la modernisation de cette loi-là pour que sa relation avec les provinces, avec les municipalités, soit plus forte? Quels seraient les moyens par lesquels il pourrait avoir plus d'impact et susciter plus d'engagement de la part des provinces? C'est peut-être une piste de réflexion qui vaudrait se faire collectivement et qu'on vous lance. Et comme l'a dit la sénatrice Mention, vous amenez, vous, de votre point de vue, c'est pour ça qu'on voulait tellement commencer par la jeunesse. La jeunesse qui est très sage par moment, je trouve, aussi dans ses commentaires.
en fait, vous amenez des éléments qui apparaissent de façon différente qu'à une certaine époque, c'est-à-dire la notion de la diversité est beaucoup plus présente aujourd'hui. La question de l'identité bilingue, cette identité-là que certaines identifient comme une identité bilingue, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette identité bilingue, pour la mise en œuvre de la loi sur les langues officielles? Qu'est-ce que ça veut dire pour nos institutions? De quelle manière il faut tenir compte de cela? Alors, je ne veux pas résumer la conversation, loin de là, parce qu'on n'en est pas là, mais moi, ce que je retiens à date, vous avez parlé beaucoup d'éducation postsecondaire. Vous avez parlé beaucoup des institutions postsecondaires comme étant des espaces importants, parfois qui sont non existants ou à peine existants dans certaines provinces, qui doivent faire preuve d'ouverture aussi. En général, vous avez parlé du système d'éducation en disant que le système d'éducation entre les ayants droit et ceux qui veulent intégrer les écoles d'immersion, en fait, la cohabitation puis l'intégration de tout ça, vous avez parlé des défis qui touchent ça. Donc là, il y a évidemment, des pistes de réflexion très importantes. Vous avez parlé de la question de l'insécurité linguistique puis la question de la hiérarchie de la langue. C'est vrai que dans le cas de la langue française, je ne me prononcerai pas pour la langue anglaise parce que c'est pas ma langue maternelle, mais dans le cas de la langue française, on a un peu l'impression qu'il y a ceux qui parlent bien et ceux qui parlent mal et ceux qui sont meilleurs francophones et qui sont moins bons francophones. Alors, comment est-ce qu'on peut encourager, promouvoir la diversité de l'expression de la langue française? Ça, c'est un élément que vous avez apporté. Le lien entre la langue et la culture. Et ça, je suis un peu perplexe par rapport à vos différents commentaires, pas parce qu'ils ne sont pas pertinents, mais parce que d'un côté, je me fais la réflexion que quand la culture est trop associée à la langue, il y a des gens qui se sentent exclus. Puis en même temps, quand la culture n'est pas accrochée à la langue, il n'y a pas une fierté et des valeurs profondes qui s'installent, mais on assiste à des gens qui ont un moyen de communication qui est le français. Fait que je sais pas comment rallier tout ça, et c'est sans doute le sujet de plusieurs conversations qu'on pourra avoir, mais en tous les cas, vous nous avez apporté à date des sujets qui s'expriment en termes aussi de recommandations précises, comme par exemple des espaces communs. Vous souhaitez davantage d'espaces communs, une capacité de rassembler ceux qui vivent dans des milieux très minoritaires, de les faire rejoindre des milieux majoritaires pour des événements. Donc, vous avez comme ça identifié plusieurs pistes, mais évidemment qu'on va rester à l'écoute et qu'on continue d'être à l'écoute. Je ne voulais pas mettre fin à la conversation. La sénatrice, je voulais juste essayer de synthétiser à date les sujets là, que vous avez abordés. Alors, on en est prêt pour d'autres questions. Merci de votre intervention. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, je suis Julien Gadette, directeur général de l'Association Jeunesse française en Saskatchewan. Je voulais vraiment laisser la place aux jeunes, mais ça me tuait. C'est bon. Avec ta dernière intervention, l'honorable sénateur, vous avez dit « Je suis perplexe entre la culture et la langue ». Le problème, c'est que la culture canadienne devrait être bilingue. On devrait être en train de débattre si la culture canadienne inclut le français. C'est pour ça qu'on est dans un croisière, on va dire, où est-ce qu'on est en train d'essayer d'enrichir le fait canadien à inclure le français, qui devrait déjà être là. Et on n'aura jamais la discussion, est-ce qu'il est canadien-français ou canadien-anglophone, tu devrais juste être canadien. Puis ma culture et mon héritage francophone de source françaisquoise, qui date bien avant le pays, est un résultat de mon éducation, de ma culture, de ma réalité. On parle de culture, puis vous dites qu'est-ce que je peux faire. Le fait, c'est qu'on est une goutte d'océan dans la culture américaine, même au Canada. Si vous voulez faire un changement, il faut qu'ils aient accès, il faut qu'ils mangent tout rond, avalent le français pour même compétitionner contre la goutte d'eau culturelle américaine. Puis ça commence avec l'hymne national. Si vous voulez sincère, moi j'ai représenté le pays, puis ça me faisait pleurer que quand on a gagné une médaille, qu'ils ont chanté l'hymne national, la version anglophone. Puis il devrait juste avoir une version, ça devrait être la version bilingue. Si on est vraiment canadien, on devrait vraiment être bilingue. Puis c'est arrêter de faire semblant qu'on est un pays bilingue, puis de se dire les vraies affaires.
On a une province bilingue, puis on a du monde qui essaie d'être bilingue. OK? Puis la loi a besoin des dents. Faut que ça soit une loi. Je paye une plus grosse amende pour écouter à mon téléphone en route que je paye pour avoir des services poches, boboches à des aéroports. Il y a du monde qui ont des jobs qui me disent allô, bonjour, puis que je leur dis bonjour, puis ils me regardent comme holy shit. Il a vraiment demandé la question à un service en français. Qu'est-ce que je fais maintenant? Puis là, le petit jeune que j'ai éduqué depuis l'âge de, je sais pas, de 2 ans, lui, il n'a pas un maudit job en français. Parce que, le niveau de français, on a nivelé vers le bas sur la diversité. On a dit que yes, no toaster, c'est un anglais assez solide pour être considéré bilingue. Il faut arrêter de niveler vers le bas. Il faut augmenter le niveau de français dans nos côtés d'éducation pour que le monde se sente à l'aise de dire « je suis Canadien ». Puis que dans 100 ans d'ici, on arrête de discuter s'il y a 2 langues ou une langue. Je parle de Canadien, qui veut dire que je peux mélanger les 2 phrases en même temps et puis que tout le monde va se comprendre. Puis je veux pas que tout le monde qui est bilingue soit françaisquois. Moi, je suis françaisquois. Je n'ai 2 parents francophones. Ça ne changera jamais mon identité. Mais avoir la capacité de faire quelque chose. On demande à nos jeunes d'apprendre des sciences, d'apprendre toutes sortes d'affaires, mais ils ne peuvent pas s'exprimer autour du monde. Puis vraiment s'identifier comme Canadien. Pour moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire pour arrêter la chicane de division, de dire anglophone, francophone, puis dire qu'est-ce qu'on va faire pour être Canadien? Merci. Oui. Merci beaucoup. En fait, je vous écoute et puis la question qui me vient, est-ce que, quand on parle des langues officielles, est-ce qu'on se parle entre nous? En d'autres mots, est-ce que dans le fond, ce que vous êtes en train de dire, c'est que la question des langues officielles, c'est le sentiment qu'on peut avoir des fois que c'est, pour beaucoup de Canadiens et de Canadiennes, c'est un enjeu qui appartient aux minorités. Que les langues officielles au Canada, ce n'est pas l'histoire de tous les Canadiens et de toutes les Canadiennes, mais c'est l'histoire des minorités. Et forcément, si c'est ça la vision qu'on a des langues officielles, bien, ce que vous décrivez comme situation se passe, puisque la majorité des Canadiens qui sont majoritaires dans ce pays, s'ils ne croient pas que les langues officielles font partie des fondements de notre pays, ben ils ne vont pas croire en l'importance d'être bilingue, ils ne vont pas croire en l'importance de valoriser la langue française, ils ne vont pas croire en l'importance des cultures de langue française comme des cultures de langue anglaise, etc. Donc, je ne sais pas, c'est ce que ça a suscité votre commentaire, en fait. Puis ce que je comprends de ce que vous dites, en tous les cas, c'est que faisons pas de la modernisation des langues officielles une confrontation entre les majoritaires et les minoritaires ou les anglophones et les francophones. Faisons de la modernisation des langues officielles un enjeu canadien pour que nous soyons vraiment dans un Canada dit bilingue. Et donc, comment le faire? Comment le faire? Par quels moyens? Qu'est-ce que vous feriez demain matin, vous, là? Si vous aviez à moderniser la loi sur les langues officielles. Ça serait obligatoire que tous les jeunes Canadiens aient un minimum de français parlé à l'âge de graduer du secondaire. À la base, ça finit là. Donc, éducation française obligatoire pour tous dans toutes les... Puis il faut avoir une juridiction nationale sur le niveau de français. Je crois que l'éducation a sa place d'être régionale. On a des enseignes qui sont bâties très fort pour ça. Oui. Mais il faut que le marteau sorte du côté national. Il faut qu'ils disent que le niveau de français dans les milieux minoritaires, c'est pas adéquat. Nos Canadiens sont pas sur la même plage horaire européenne. Faut le dire, j'embauche des Européens avant des Canadiens parce que leur français est meilleur, leur diversité est meilleure. Faut que le monde le sache, faut qu'ils savent qu'on veut des Canadiens qui soient à la hauteur mondiale éducationnelle. Et quand vous dites que la loi devrait avoir plus de dents, qu'est-ce que vous voulez dire? Comment ça se concrétiserait pour vous, là? Ben, c'est de dire que si tu reçois de l'argent du fédéral, point à la ligne, tes services devraient être bilingues. Si on t'écrit un chèque canadien avec l'entente de la reine dessus, la reine est maintenant bilingue. Arrange-toi avec ton affaire. Si la reine est dessus,
je parle français. De fait, la reine est bilingue. Ben oui. C'est ça. Elle l'a toujours été. Tous les enfants le sont. C'est ça. À la base, c'est ça. Si tu reçois de l'argent de la reine, tu fais quelque chose en français. Puis c'est pas difficile. Des fois, on complique les affaires, mais il y a des sous-lois qu'on pourrait faire pour solliciter l'impact. Pourquoi est-ce que c'est plus facile d'avoir des sous-titres espagnols que c'est d'avoir des sous-titres francophones dans les médias américains? Quand ils écrivent leur licence, par exemple, médiatique, pourquoi est-ce que c'est pas obligatoire qu'il y ait des sous-titres francophones sur tout film qui rentre dans le pays, sur Netflix, sur toutes sortes d'affaires? Tu sais, de rendre accessible. On parle toujours du désert culturel de la Saskatchewan, dans le sens où est-ce que comme organisme, on crée des opportunités, des fins de semaine en français, puis il y a 5 personnes qui jouent de la musique en français, puis on est comme yeah! Mais comme tu regardes dans leur bande de CD ou leur MP3 ou leur liste médiatique, puis ils ont 2 chansons en français, puis 10 000 en anglais, à la base, c'est parce que on n'a pas valorisé des institutions culturelles pour développer un espace de vivre en français. On entend souvent le bilinguisme. Est-ce que si on est bilingue, est-ce que les francophones existent? Puis c'est qu'en faisant dire que tout le monde est bilingue, on va juste l'offrir en anglais. C'est pas comme ça qu'on va développer une perspective uniquement bilingue. Parce qu'il y a une perspective de dire que si je peux dire que tu as des très beaux yeux, je suis bilingue. Puis c'est pas ça que ça devrait vouloir dire. Être bilingue, tu serais capable de traduire le dictionnaire d'un bord ou de l'autre. Puis je pense pas qu'on permet à nos jeunes de même avoir cette opportunité-là. Ben écoutez, merci beaucoup pour votre intervention. Puis en fait, vous abordez la question de façon très très large, qui fait en sorte que la loi sur les langues officielles doit d'une part avoir des dents selon votre point de vue, et puis on est d'accord, je pense, mais elle doit aussi se déployer partout. Vous parliez de musique, donc ça touche les ententes entre le gouvernement canadien et les autres pays. Ça touche il y a plein d'espace là pour donner des dents à la loi sur les langues officielles. Merci beaucoup de votre intervention, vraiment. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, bonjour. Asseyez-vous. Bonjour, je m'appelle Ariane et j'habite le Manitoba. Je suis originaire du Manitoba. Je suis tellement honorée d'être en votre présence. Quelle belle opportunité de parler d'un enjeu auquel on est tous tellement passionnés. Alors, juste pour mettre en contexte, j'ai eu la chance de passer mon été au Québec, où en ce moment, ils fêtent le 50e de l'Expo 67. Et je parle de ça parce que on le sait bien, ça fait partie de l'histoire, qu'en Expo 67, c'est là où l'identité québécoise s'est vraiment développée. Et puis, c'est pertinent parce qu'il y a vraiment eu comme... Tu sais, c'était plus comme les Canadiens français. C'était comme les Québécois, puis nous autres, comme minorité francophone... Hors Québec. C'était nous autres. Puis il a comme perdu cette solidarité à cause de la montée de l'identité. Puis je parle de ça parce que la loi des langues officielles veut promouvoir l'utilisation du français et valoriser d'un océan à l'autre. Et pour moi, pas parler du Québec et la relation avec le Québec et les autres provinces par rapport à le français en particulier, c'est comme un peu ignorer l'éléphant dans la salle. Parce que je trouve qu'il y a comme ce complexe d'infériorité, puis on l'a senti. Moi, je l'ai senti en 2014 quand on est allé au Jeu de la francophonie canadienne. J'ai pas eu la chance d'aller à l'édition de Moncton, mais j'ai eu des gens qui m'ont rapporté leurs expériences. Des super belles, mais il y a toujours cet éléphant dans la salle de le Québec, ce complexe d'infériorité qui, eux autres, ils comprennent pas. Puis j'ai eu la chance de rencontrer plein de jeunes Québécois cet été à des événements que j'ai participé et ils sont très ouverts à ça. Et c'est souvent par méconnaissance. Et la plupart du temps, ils sont fâchés de savoir qu'il y a des communautés à l'extérieur du Québec. Alors moi, je me dis que
ma proposition pour la valorisation du français dans tout, c'est de promouvoir une genre d'interdépendance parce que entre les provinces avec le Québec, moi j'imagine une francophonie et je pense une francophonie interdépendante, les communautés avec le Québec qui ont aussi besoin de nous. Et je sais que c'est super complexe comme question avec toute la question d'identité, mais moi je vois ça comme quelque chose de super important parce qu'on parle d'enjeux nationaux ici avec la loi des langues officielles. Je me perds dans mes idées là, mais en tout cas je trouve que c'est important. Je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus. Oui. Oui, parce que pour vous, lorsque vous regardez le bilinguisme, pour nous aussi d'ailleurs, parce que c'est une réalité qu'on a, en tout cas moi que j'ai compris, lorsqu'on a rencontré des anglophones du Québec qui sont bilingues comme vous et qui vivent des réalités au niveau du bilinguisme au Québec, mais en étant anglophones en premier. Alors, ils ont exactement les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux que vous pouvez avoir dans vos provinces. Alors, on les a rencontrés, mais dans le cadre de la loi sur les langues officielles. L'enjeu que vous apportez ou le point que vous apportez, c'est un enjeu qui vient de loin et c'est un enjeu qui a été extrêmement douloureux pour les francophones hors Québec, parce que je l'ai dit tout doucement, hors Québec, parce qu'on a toujours été... Oui, exactement. À un moment donné, on a été catégorisés ainsi. Je pense que cette espèce de barricade-là est en train de tomber parce que les jeunes, je pense qu'ils en veulent de moins en moins. Ils veulent eux aussi être inclus, qu'ils soient anglophones parlant français au Québec ou qu'ils soient francophones parlant anglais au Québec, parce qu'il y a peut-être 25-30 ans, il n'y avait pas beaucoup de gens du Québec qui parlaient anglais. Et l'éducation a fait aussi que leurs enfants, les enfants de ces personnes-là qui ne parlent pas nécessairement anglais encore aujourd'hui, leurs enfants parlent anglais. Ce qu'on voit, c'est cette réalité-là, cette évolution-là de la langue. On l'a vu aussi sur le côté, dans certaines de vos provinces, où il y a quand même eu un éveil au bilinguisme au Canada. Alors, il y en a certains qui, pour qui c'est devenu un enjeu important, d'où le fait que vous venez de milieux qui sont majoritairement anglophones et que vous parlez français. Fait qu'en quelque part, il y a des gens qui ont pris probablement des décisions pour vous permettant de pouvoir vous développer en langue française ou au moins d'avoir accès à une éducation, soit en immersion ou en langue française. Alors, il y a une évolution qui se fait comme ça. Elle ne se fait pas à tous les niveaux et à tous les Canadiens. Il y en a qui ont parlé ici d'expérience. Ils ont eu une expérience qui a fait qu'ils ont changé leur façon de voir le bilinguisme, de voir le français, de voir l'anglais. C'est ce que l'on vit qui va faire qu'on va prendre des positions, et c'est ce que vous vivez présentement. Vous prenez des positions, et vous prenez des positions dans le but. Puis le fait que vous soyez ici, c'est que vous travaillez à vouloir améliorer et vouloir apporter des changements. Alors, qu'on le regarde partout, pour vous, les barrières linguistiques provinciales, elles n'existent pas. Vous êtes toutes des jeunes, que vous parliez français, anglais, espagnol, italien. Vous êtes tous des jeunes et vous avez tous à peu près les mêmes besoins. Alors, il y a toute cette identité culturelle-là qui appartient peut-être à une autre génération et qui a besoin, et vous avez une identité culturelle que vous êtes en train de vous bâtir en fonction des besoins d'aujourd'hui. Alors, il y a des ponts, il y a des liens, mais ce que vous amenez comme enjeu, ce que vous amenez comme histoire, c'est difficile d'effacer ces histoires-là quand on a des parents qui... Puis moi, je viens d'une famille, d'un milieu... J'ai été élevée, moi, ici, en Ontario, en français, et j'avais une mère qui était québécoise et un père qui était du nord de l'Ontario. Et ma mère ne voulait pas qu'on parle anglais. Mais pas du tout, du tout, du tout. On allait à l'école, on n'avait pas des bonnes notes en anglais, puis elle disait au professeur, inquiétez-vous pas, ils vont l'apprendre bien assez vite. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui arrive. Alors, la richesse, c'est de connaître, selon moi, le français avant l'anglais, parce que l'anglais, on l'apprend éventuellement et on le maîtrise. C'est beaucoup plus difficile de maîtriser la langue française, qui est une langue qui est beaucoup plus complexe. Et alors, ce qui fait qu'il y a des enjeux importants. Les barrières qu'on voit aujourd'hui, la qualité du français parlé. Vous parlez français, la qualité, elle est importante, mais elle s'améliore avec le temps. C'est à parler qu'on devient meilleur, c'est en étant dans des milieux qu'on devient
qu'on s'améliore, et etc. Fait que cette dualité-là, elle existe. On s'est créé une autre identité, nous, les francophones, à l'extérieur du Québec, et on se dit nous, parce que je le dis encore aujourd'hui, mais ça devient beaucoup plus inclusif. Oui. Et vous en avez parlé beaucoup. Alors, comment on travaille au niveau des langues officielles, justement, pour aller plus loin? C'est ce qu'on veut voir dans la langue. Et on sait que la loi sur les langues officielles a été faite pour les francophones, beaucoup plus que pour les anglophones. Et que c'était pour que nos droits soient reconnus dans nos milieux d'enseignement, dans nos milieux gouvernementaux, dans nos milieux locaux. Ça fait du chemin. On a d'autres chemins à faire. Je ne réponds pas nécessairement à toute votre question, là, mais je vous donne un peu une... C'était parfait. Ouais, puis brièvement, là, mais j'entends évidemment tout le contexte que vous mettez autour de cet enjeu là, de cohabitation et d'interdépendance entre la société québécoise majoritaire, francophone, et puis le reste du Canada où, évidemment, on est la plupart du temps et pour tous en situation minoritaire. T'sais, il faut tenir compte du fait qu'effectivement, au Québec, la langue officielle de la province est le français, mais le Québec faisant partie du Canada est aussi régi par les lois fédérales, et donc la loi sur les langues officielles canadiennes, ben, en fait, elle s'applique aussi au Québec, et puis elle cerne principalement, évidemment, les communautés anglophones vivant en milieu minoritaire au Québec, mais elle fonctionne. L'enjeu que vous soulevez peut-être touche la loi sur les langues officielles, puis touche certainement d'autres initiatives, d'autres lois, d'autres mécanismes, et aussi d'autres initiatives communautaires. Et s'il y a des enjeux avec le Québec, il y a aussi beaucoup de belles aventures, je pense, qui se passent avec le Québec, beaucoup de rencontres. Vous avez parlé beaucoup d'espaces de rassemblement, d'espaces de rencontres. Je pense que le plus il y a ça, le plus il y a dans nos modes de communication et dans nos médias une meilleure connaissance, une meilleure promotion de la réalité des communautés francophones vivant en milieu minoritaire. Le Québec connaît mieux ces réalités-là et donc est plus en mesure de partager avec nous cette richesse qui est la langue française, en fait. Mais je vous remercie beaucoup. On vous remercie beaucoup pour votre commentaire. Merci beaucoup, Amélie. Oui, allez-y. J'aimerais peut-être prêter ma voix en appui du monsieur. Malheureusement, je ne connais pas votre nom. Je m'excuse sincèrement du fond du cœur. Ariane. Hein? Je peux vous donner son prénom, Ariane. J'aimerais vraiment prêter ma voix à Julien par rapport à ce bilinguisme universel. Je sais que ça peut être perçu comme radical. Je sais que ça peut être perçu comme un défi monumental par rapport à la logistique et par rapport à l'infrastructure. Mais le Canada a une riche histoire par rapport au programme universel, par rapport au programme pan-canadien. Et je veux me prononcer en faveur de cette idée de bilinguisme, un niveau de français minimum à travers du pays. La loi sur les langues officielles du Canada, oui, a été conçue principalement pour les francophones, pour conserver cette langue, pour conserver cette culture qui est rattachée souvent. Et comme mentionné par Julien, je crois bien, on est quand même, si on regarde dans le continent même, on est entouré par vraiment un océan de culture américaine qui se passe principalement en anglais. Et si on veut continuer sur ce chemin de programme universel, de vraiment effort monumental par rapport à la parité dans plusieurs domaines, inclure peut-être un minimum en français par la fin de la secondaire, par exemple, serait quelque chose d'ambitieux, oui, de difficile, oui, mais définitivement quelque chose qui ne ferait qu'enrichir le Canada en tant que pays, que ne fera qu'enrichir la main-d'œuvre et la qualité de main-d'œuvre au Canada, et qui élèvera la position des Canadiens par rapport au monde entier. Alors j'aimerais simplement prêter main forte à cet argument. C'est ambitieux, c'est difficile, ça offusquera certainement plusieurs anglophones de partout au pays. Mais comme je répète souvent, apprendre une deuxième langue, ça peut être perçu comme une responsabilité, vraiment une tâche qu'on nous donne. Mais après quelques générations, après des années, c'est les enfants qui remercieront les leaders qui ont vraiment poussé pour quelque chose qui peut-être ne semblait pas tellement populaire, mais qui fait du sens. Deuxièmement,
Je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour parler sur le sujet. Je suis syrien, chilien, né à Montréal, vraiment, je ne peux pas. Mais je vous encourage fortement de dialoguer avec nous, mais de dialoguer avec les Premières Nations, avec les Métis et les Inuits. Cette loi sur les langues officielles a été conçue il y a 50 ans, ou il y a presque 50 ans. Et certainement, on est dans une position dans l'histoire où on commence à reconnaître nos erreurs par rapport et nos crimes par rapport au traitement de ces peuples. Et les inclure dans une nouvelle loi sur les langues officielles par rapport aux services et par rapport aux protections sur certains territoires spécifiques serait quelque chose d'historique et de tout aussi ambitieux. Merci. Oui, merci. Puis, juste ajouter, j'aime beaucoup l'idée de, lorsque vous parlez justement de l'obligation du français pour tous les Canadiens, et ce qui pourrait rendre le Canada distinct, le distinguer ou le dissocier, si on veut, de la culture américaine, alors que ça devient peut-être une marque de commerce, un Canada qui est bilingue, mais qui est réellement bilingue à partir de ses enfants, parce que c'est à partir de là que ça va se faire. Beaucoup plus du bas vers le haut que du haut vers le bas, malgré qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gens qui sont bilingues, qui parlent les deux langues officielles. Alors, j'aime beaucoup votre commentaire. Et merci beaucoup pour votre intervention sur la question des peuples autochtones et des Premières Nations. Oui. Le Sénat, on est plus que préoccupé. Je pense qu'il y a un projet d'ailleurs de promotion des langues autochtones. Il y a de nombreuses langues autochtones au Canada. 63, je n'ai pas le nom exact, mais il y a de nombreuses langues autochtones au Canada. Je pense qu'il y a un réel désir, évidemment, de tranquillement aider à promouvoir et à s'assurer qu'il y ait une réappropriation de ces langues-là. Ouais. Dans quel contexte et dans quel cadre ça peut se passer à l'intérieur de la loi sur les langues officielles, je n'en suis pas sûr, mais en tous les cas, je vous remercie pour votre intervention et sachez qu'au Sénat, nous sommes grandement préoccupés par ces défis qui touchent pas seulement les Premières Nations, mais l'ensemble des Canadiens, puisqu'on se prive d'une richesse extraordinaire qui est celle des cultures et des langues autochtones au pays. Merci de votre intervention. Oui. On a le temps pour peut-être une dernière question, un petit 2 minutes. Bonjour, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur. Bonjour. Je m'appelle Adrien Buet. Je suis originaire de l'île du Prince-Édouard, de Rustico. Et je suis étudiant à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Alors, quand je veux me déplacer de ma province pour aller étudier, il faut que je paye 46,50 sur le pont de la Confédération. Ben oui. À chaque fois. C'est un constat. J'en ai quelques-uns. Et c'est que depuis que je suis à Moncton, quelque chose qui se passe souvent dans la plupart du pays, certainement, mais surtout en Acadie, c'est on essaie de deviner d'où l'on vient de son accent. Et c'est un jeu moi-même que j'aime aussi jouer avec les autres, de savoir. Et avec moi, ça a toujours été difficile pour les autres de savoir, parce qu'à l'île du Prince-Édouard, nous avons beaucoup d'influence sur nos accents. Alors, parce que nos enseignants proviennent très peu de l'île du Prince-Édouard, certains du Nouveau-Brunswick, du Québec, d'ailleurs, des personnes qui ont appris le français comme deuxième, troisième, quatrième langue. Alors, on est exposé à différents français, différents registres de français. Et ça fait en sorte que notre accent peut varier d'un bout à l'autre de l'autre. Et c'est toujours comme une couleur. L'accent, comme on dit, c'est la couleur de la langue française à l'île du Prince-Édouard. Et quelque chose que moi je cherche quand je fais ces constats-là, c'est la stabilité dans le monde français. Quand je pense aux langues officielles, dans le sens que les enseignants roulent toujours très vite dans le monde de l'éducation. Il y en a toujours des différents, ils proviennent toujours de différentes places. Dans le réseau communautaire aussi, les employés proviennent souvent de différentes places, de différents backgrounds. Et ça fait en sorte que c'est bon d'avoir plusieurs personnes qui sont intéressées à la francophonie. Et moi, je suis
très heureux d'avoir rencontré tant de personnes, mais reste que il y a un manque de stabilité et il y a un manque de choses qui sont constantes dans le réseau francophone, et ça c'est quelque chose que moi je chercherais dans un nouveau take sur les langues officielles. Et quelles sont les causes de ça pour vous? Pourquoi il y a ce manque de stabilité? À quoi vous l'attribuez? À mon avis, il y a plusieurs facteurs qui jouent. Un c'est surtout la migration des personnes qui doivent quitter pour l'université ou pour des emplois ou pour d'autres raisons. Et c'est souvent vers les lieux urbains et non vers les lieux ruraux. Alors ça, c'est qui amène des personnes à l'extérieur de l'île du Prince-Édouard, à l'extérieur du réseau francophone ou qui restent à l'île du Prince-Édouard. Il y a aussi souvent un manque de ressources humaines. Ça, c'est un des plus gros problèmes. Et pour cette raison, les personnes ne peuvent pas rester longtemps dans le réseau francophone parce qu'ils travaillent tellement qu'ils en peuvent plus, ils ont besoin d'une pause parce que c'est trop. Alors ça, c'est une des raisons pour qu'il n'y a pas de stabilité et qu'il y a beaucoup de renouvellement. Oui. Merci beaucoup. Merci Ce à sont vous. des Merci constats qui, encore là, nous donnent des pistes aussi qui touchent la loi sur les langues officielles. Oui, aussi. On met fin à la période de questions et on va s'en aller à notre période de conclusion. Alors, c'est à moi? Oui. On demande à Mme Brossard. Madame Brossard. Mon Dieu. Ah oui, mais d'abord, on me dit de vous dire merci. Mais on vous remercie. Non, mais très sincèrement, merci. Je vais lire les notes pour être sûr de rien oublier dans les consignes qu'on nous a données, mais en tous les cas, merci immensément pour votre contribution. Oui. C'est à la fois, puis je ne m'étendrai pas sur ces remerciements, mais je voudrais dire quand même que pour des gens comme la sénatrice Mention et moi-même, qui sommes issus des communautés francophones et acadiennes du Canada et qui maintenant œuvrons au Sénat du Canada, l'enjeu est passionnant de promouvoir la question des langues officielles et surtout de promouvoir le travail et les actions qui sont faites dans les communautés. Vous êtes, et c'est peut-être un cliché de dire ça, mais je le dis quand même, vous êtes effectivement pas juste l'avenir, vous êtes le présent de nos communautés, mais si ce présent-là nous permet de percevoir ce que va devenir l'avenir, moi je suis assez confiant puisque vous faites preuve de lucidité, vous faites preuve d'imagination, vous faites preuve de vision quand vous articulez à la fois les constats, les préoccupations et les défis et les solutions. Donc, on espère que vous allez, là, je reviens à mon texte, on espère que, on sait que les points de vue qui ont été exprimés vont orienter l'étude de notre comité et nous aideront évidemment à produire ce rapport-là qui contraindra des recommandations solides en vue de moderniser la loi sur les langues officielles. Donc, restez effectivement en contact avec nous. La conversation ne se termine pas aujourd'hui, là, elle se poursuit. Vous pouvez, par différents moyens, nous rejoindre. Et puis, avant de conclure, j'aimerais donc inviter Mme Sophie Brassard, qui est la vice-présidente, et Mme Gillian Théoret, qui est la trésorière de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, à nous dire quelques mots. OK. Alors, merci, Monsieur le Sénateur. Madame la Sénatrice Mention, Monsieur le Sénateur Cormier, en tant que vice-présidente et trésorière de la Fédération de la jeunesse canadienne-française, nous souhaitons vous remercier à nouveau d'abord de nous avoir invités à discuter avec vous la perspective de la jeunesse canadienne-française sur les langues officielles. Pour votre écoute cet après-midi, mais surtout de la place que vous accordez à la jeunesse canadienne-française dans vos travaux sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Nous sommes plus qu'heureuses de faire partie, avec tous ces jeunes des 4 coins du pays, de cette démarche importante qui a un impact considérable sur la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Comme vous avez pu l'entendre lors des allocutions de mes collègues du réseau de la francophonie canadienne, la jeunesse souhaite et s'engage à vivre dans un Canada qui respecte la diversité linguistique, qui célèbre la dualité linguistique
qui valorise nos accents francophones régionaux et qui rassemble les communautés linguistiques du pays. La jeunesse préconise une francophonie canadienne où l'affirmation identitaire passe non par l'opposition et l'exclusion, mais bien par l'ouverture et la diversité. C'est pourquoi la FGCF appuie de tout cœur les tentatives de modernisation de la loi sur les langues officielles, visant à introduire la notion de qualité égale des communications et services offerts, à améliorer les critères servant à déterminer s'il y a une demande importante et à clarifier les dispositions en matière de consultation préalable à l'application de la partie 4 de la loi. Nous croyons qu'il est de mise que le gouvernement du Canada revoie la définition d'un francophone afin d'adopter une définition plus inclusive de la francophonie, tout comme l'a fait d'ailleurs le gouvernement de l'Ontario. J'aimerais maintenant passer la parole à Sophie Brassard. Merci Jillian et merci aussi à vous. Donc pour continuer, en tant qu'organisme porte-parole de la jeunesse d'expression française du Canada en situation minoritaire, la FJCF croit qu'il serait important pour le gouvernement fédéral de rappeler aux citoyens et aux citoyennes l'importance de la dualité linguistique, qui était la pierre angulaire de la création de notre pays par une campagne de promotion nationale pour la valorisation de nos accents francophones partout au Canada. La dualité linguistique est, après tout, l'une de nos plus grandes richesses. Les jeunes croient d'ailleurs que le gouvernement du Canada devrait faire la promotion active de cette dualité comme étant un avantage tant culturel qu'économique. Pour sensibiliser la population canadienne à l'importance de célébrer la dualité linguistique au Canada, de valoriser les accents régionaux et rassembler les communautés linguistiques du pays, la FJCF a recommandé, dans son mémoire, dans le cadre du prochain plan d'action pour les langues officielles, que le gouvernement du Canada lance partout au pays une campagne de sensibilisation et de promotion des langues officielles et de la dualité linguistique au Canada. Il est important de faire connaître les différents accents francophones du Canada, les valoriser et bâtir des ponts entre les communautés linguistiques du pays. En conclusion, nous vous invitons à poursuivre vos travaux sur la modernisation de la loi sur les langues officielles en gardant les commentaires et les suggestions des jeunes en tête. C'est avec un immense plaisir que nous demeurons disponibles pour vous appuyer dans votre recherche et que nous vous offrons toute notre collaboration dans votre souhait de consulter des jeunes francophones d'un bout à l'autre du pays afin de connaître davantage leurs besoins, les enjeux qu'ils doivent affronter et ce qui les motive à devenir des citoyennes et citoyens engagés. Et donc, merci infiniment de nous avoir invités à vous rencontrer aujourd'hui et bon succès dans la suite de votre étude sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Merci beaucoup. Merci beaucoup à chacune et à chacun d'entre vous. Ça a été un privilège pour le sénateur Cormier et moi de pouvoir être assis ici cet après-midi avec vous, puis d'entendre tous vos commentaires, d'entendre toutes vos histoires, d'entendre tout ce que vous nous aviez à dire, tout ce que vous aviez à nous dire. Et encore, pour réitérer ce que le sénateur Cormier vous mentionnait, s'il vous plaît, si vous avez d'autres commentaires, des documents écrits, veuillez, s'il vous plaît, nous les soumettre et nous allons pouvoir aussi partager toute cette information-là avec nos collègues du Comité des langues officielles. Merci encore 1000 fois. Ça a été, comme je vous dis, un privilège. Et je vous souhaite une très bonne réunion pour les prochains quelques jours. Vous allez être ensemble. Je vous souhaite de vous amuser et de trouver toutes les solutions aux besoins de notre francophonie canadienne. Et nous remercions évidemment les millions de francophones et de francophiles qui nous écoutent via Facebook en direct. On les remercie. Merci d'avoir été présents avec nous et à une prochaine. Merci. Merci.